Alors bonjour à tous. Merci d'être présents aux côtés de l'APEX ce matin pour cette nouvelle session Expand Your Business Too. On est ravis de vous avoir à nos côtés pour un nouveau sujet qui concerne les pays d'Europe de l'Est et les pays d'Europe centrale. C'est un thème qui nous a été proposé par le Crédit Agricole Alpes-Provence, qui est un partenaire historique de l'APEX et qu'on est ravis d'avoir au sein du club. Alors, ce matin, pour répondre, aux questions des entreprises qui souhaitent se développer, sur cette zone du monde, nous avons, plusieurs, experts qui nous font le plaisir d'être à nos côtés. Merci à vous tous, de prendre un peu de votre temps, pour être avec nous. Donc, je vais, présenter brièvement, tout le monde. Donc, on a la chance d'avoir, Dominique Sigro qui est responsable international, du desk Europe centrale au Crédit Agricole, Corporate Banking. Nous Bonjour à aurons tous. ensuite, le plaisir, d'écouter, EOC International représenté par Yasmine Aloui qui est business developer et qui sera, ce matin accompagnée de son partenaire, sur la Pologne, Alexandre Soumbanavong, de Valiance International. Bonjour à tous. Bonjour à tous et ensuite nous aurons le plaisir d'écouter Roland Dominique qui est vice-président d'Altios Eastern Europe et qui sera accompagné d'Amandine Durand qui est, chargée d'affaires pour Altios. Et bien sûr, Bonjour. je remercie en plus de tous les experts qui vont partager avec, nous, tous leurs conseils. Je remercie Robert Petitjean qui est président de la société Somexport et qui va nous apporter son témoignage terrain. C'est important d'avoir le retour d'un chef d'entreprise pour nous parler de son expérience et Robert va nous parler plus particulièrement de son implantation en Arménie. Merci beaucoup Robert, d'être avec nous ce matin. Voilà, je pense que j'ai présenté tout le monde. Je vais dire, également quelques mots sur, l'APEX pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. L'APEX, on est le club des entreprises de l'international de la région sud. Notre ADN, c'est le réseau. Notre objectif qui est porté, par notre président Jean-Yves Batman, qui est également président de sa société Batimex, c'est de fluidifier les connexions entre les chefs d'entreprise, les directeurs export, les DAF, donc toutes les personnes qui sont engagées, à l'international au sein de leur entreprise et de favoriser la rencontre, les échanges, le partage de bonnes pratiques, d'expériences, de bons conseils. Donc pour ce faire, on est présent au quotidien pour accompagner, les entreprises, créer les synergies nécessaires au développement de chacun. Notre but, en fait, c'est vraiment de faciliter la vie, des exportateurs et importateurs. Dès qu'ils ont une question, ils peuvent s'adresser à l'APEX. Ils savent qu'ils trouveront au sein du club des membres entreprises, des membres experts, et aussi, de nombreux partenaires avec lesquels on travaille au quotidien. Et donc c'est important le réseau. Parfois on sous-estime un petit peu, la force du réseau. Mais c'est vrai que ça permet en fait, aux entreprises d'avancer dans leur business plus rapidement en ayant les bons contacts. On organise aussi, près de 30 événements par an, donc soit des événements de networking pur, où l'objectif c'est de se retrouver et de se rencontrer, ou des événements comme celui de ce matin, des événements, d'ouverture, marché ou alors des expert talks, sur divers sujets, que ce soit, la finance, le juridique, la logistique, les RH et cetera. Donc des sujets liés à l'international ou directement à la vie de l'entreprise. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots sur l'APEX. N'hésitez pas, à nous suivre, sur, les réseaux. On est très actifs sur LinkedIn, on partage beaucoup d'informations. Vous pouvez également, voir tous les événements qu'on organise sur notre site internet club-apex.com et vous pouvez également, aller voir notre chaîne YouTube, où justement nous enregistrons tous, nos webinaires, comme celui de ce matin et que vous pouvez retrouver à tout moment sur notre chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne séance et je passe directement la parole à Dominique Sigro. Donc bonjour à tous.
Ravi d'avoir la chance de pouvoir intervenir aujourd'hui avec vous tous et pour vous parler d'Europe de l'Est. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir, j'ai regardé en décembre 2018, voilà, à Marseille même, donc dans les locaux d'ailleurs de Crédit Agricole Alpes-Provence, avec Jean-Luc et William. Et donc en l'occurrence, c'est pour prolonger un peu et donner un regard centré sur l'actualité. En fait, je vais articuler mon propos en 2 temps. Dans un premier temps, juste une brève présentation pour vous expliquer notre positionnement par rapport, enfin dans le sens, dans le prolongement de l'action de la Caisse d'Alpes-Provence qui est local à l'international en poste avancé. Donc, dans vraiment une continuité entre le local et l'international. Et dans un deuxième temps, ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas. Et dans un deuxième temps, un regard sur l'actualité qui est assez brisante, on dit en allemand, puisque je suis basé en Autriche à Vienne, en l'occurrence, donc qui est particulièrement vive en ce moment, ou en tout cas digne d'intérêt. Je vais partager mon écran en même temps. Donc, en l'occurrence, il faut que je trouve le bon. Voilà. Hop, partager. Et donc ensuite, le mode lecture. Là, vous devez avoir la bonne image. C'est Est-ce parfait. bien ça? Bon, Oui, donc magnifique, avec des aspects bancaires justement. Donc, comme je vous l'expliquais, nous agissons dans le prolongement de la caisse régionale, en fait du groupe Crédit Agricole dans son ensemble, aujourd'hui dans le prolongement de la caisse régionale d'Alpes-Provence. Et donc, nous sommes 7 barres au milieu et en fait, nous nous articulons entre la France d'un côté et l'international de l'autre. Et pour faire ce lien, c'est une des particularités du groupe Crédit Agricole, c'est d'avoir des équipes biculturelles qui sont dans des international desks réparties dans le monde entier et qui connaissent la culture locale, les usages bancaires, la culture bancaire telle qu'elle se pratique au quotidien et qui sont en mesure de vous apporter des réponses très concrètes par rapport à vos besoins. Pour ça, nous travaillons avec les éléments du groupe d'un côté, mais également les partenaires du groupe. Et donc, c'est ce qu'on voit actuellement. Enfin, on voit, tout à l'heure interviendra Roland Dominique et Amandine, et bien donc de la société Altios. Et le but, c'est vraiment d'avoir côté français tout un écosystème permettant de vous donner toutes les réponses depuis la France. Et nous, on intervient en bas de l'écran, donc en dessous de cette grosse barre du pôle d'accompagnement à l'international et des international desks. En fait, c'est d'avoir d'une part nos relais en propre au sein du groupe et de l'autre côté, d'autre part, les banques partenaires avec lesquelles nous travaillons parce que nous sommes présents dans de nombreux pays du monde, mais nous n'avons pas toujours la possibilité de répondre directement aux besoins d'une PME, d'une ETI dans tous les pays. Donc, on recourt à des banques partenaires. Et donc, ensuite, les partenaires externes, enfin non bancaires, qui sont donc Altios, Business France, les partenaires institutionnels d'un côté, les partenaires privés de l'autre. Voilà. Et différents. Et nous avons également un réseau de, comment appelle-t-on ça, de juristes, de comptables divers et variés qui peuvent intervenir quand il y en a besoin. Voilà. Et vous voyez donc, pour illustrer ça, vous voyez nos trombines, le trombinoscope des International Desk du groupe Crédit Agricole. Vous voyez, il y en a à peu près 15 ou 16, je ne sais plus, mais qui vraiment, chacun est basé dans une région du monde qui permet d'avoir un nouvel aperçu et en tout cas qui a une connaissance du terrain depuis de nombreuses années. Certains y sont depuis plus de 20 ans, je ne les citerai pas, et d'autres qui y sont depuis, enfin du moins généralement, on a tous un historique dans ces régions, des liens personnels, des liens professionnels qui nous permettent d'avoir vraiment une bonne connaissance. Et donc tout le but, c'est de vous accompagner, de vous prendre par la main et d'aller ouvrir les portes ensemble dans nos régions. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, elle va, le terme est un peu je dirais, extensif, comme vous pouvez le voir. On arrive jusqu'au Pacifique et jusqu'à la frontière américaine. On oublie souvent de le dire, mais en fait, la Russie donc a quand même au niveau des îles Kouriles et du détroit de Bering, donc quelques liens avec les États-Unis en direct. Mais pour le coup, et c'est ce qui va
diriger notre propos aujourd'hui de manière assez conséquente. Donc la Russie et l'Ukraine. Sur les conséquences concrètes de ce que ça peut représenter au quotidien dans les opérations bancaires pour les entreprises. Parce que c'est un thème vraiment auparavant, enfin avant le 24 février, en gros, la Russie, d'une manière, je dirais, je vais dire de manière très générale, représentait à peu près 20-25% de mon activité. Depuis le 24 février, en gros, on est passé à 80%. Donc, je délègue le reste de l'activité du bureau à Lucie qui travaille avec moi et pour m'occuper, pour me consacrer de toute cette thématique. Je n'ose pas dire problématique, parce que, mais en même temps, si, je peux dire problématique, parce que qui dit problématique dit solution. Et c'est ce qu'on essaye d'apporter et c'est ce qu'on apporte au quotidien. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on accompagne déjà en interne nos clients avec nos banques partenaires, avec nos banques, pardon, en propre, donc en Pologne, en Ukraine et en Russie. Alors, en Pologne et en Ukraine, c'est de la Banque universelle et en côté Russie, c'est de la banque de financement et d'investissement pour les grandes entreprises multinationales cotées. Vous comprendrez qu'actuellement, la situation étant ce qu'elle est, le groupe a décidé de tempérer en tout cas l'activité sur la Russie. Nous sommes en suspension d'opération, c'est-à-dire que nous ne fermons pas la banque, mais on la maintient en vie et on essaye de faire en sorte que, enfin, entre guillemets, on baisse la tête et on attend que l'orage passe. On va voir, je n'ai pas d'informations sur le futur, je n'ai pas de boule de cristal non plus, et donc je ne peux pas vous donner d'éléments plus concrets que cela. Pour le moment, on attend et on voit comment ça se passe côté Russie en termes d'opérations au sein du groupe Crédit Agricole. Côté Ukraine, et c'est là, je vais y venir après, la banque est encore opérationnelle, je vais le détailler tout à l'heure de manière un peu plus concrète. Lorsque nous ne sommes pas présents, nous recourons à des banques partenaires. Nous travaillons en particulier avec une banque implantée dans 13 pays de la zone, la Raiffeisenbank, dont le siège est à Vienne. Ce qui explique en fait historiquement notre présence à Vienne et notre implantation. J'aime toujours rappeler que l'Autriche, c'est 80% de montagne à peu près, 75-80% de montagne, et les plaines de l'Est sont tournées vers l'Est. Donc, génétiquement, géographiquement, historiquement, on est dirigé vers cette région. Et de nombreuses entreprises, économiquement, ont leur siège Europe centrale et orientale à Vienne, en Autriche, comme point de base permettant de rayonner sur toute la région, aussi bien vers l'Europe centrale, donc la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, que vers l'Europe de l'Est, la Roumanie, l'Ukraine, mais aussi l'Europe du Sud-Est, l'ex-Yougoslavie, dont la Serbie, et tous les Balkans dans leur ensemble. Voilà, donc en fait, on recourt également à d'autres banques. On a toujours une solution. Et c'est ça le point, c'est qu'on cherche à avoir des acteurs qui sont représentatifs dans la région et qui sont en mesure de vous aider et d'accompagner pour ouvrir des comptes dans le prolongement de ce que vous pouvez avoir comme relation en France, mais dans la région. Donc, maintenant, le focus sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, les virements. Alors, j'ai fait exprès d'être très, très schématique. Pourquoi? Parce que côté Ukraine, c'est assez simple, vous allez voir, mais côté Russie, on a quand même eu 8 paquets de sanctions, ça évolue en permanence, et ce n'est pas parce qu'il y a un paquet de sanctions qu'on y voit clair. Il y a une phase entre l'édiction des sanctions et l'interprétation qui en est faite ou l'application. Qu'est-ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et ainsi de suite. Donc, partant de là, je ne suis pas rentré dans les détails. Le but, c'est n'hésitez pas à nous poser des questions. On va pouvoir vous aider et répondre en fonction du cas par cas, parce que c'est vraiment notre quotidien, c'est le cas par cas en ce moment. Il n'y a pas de solution toute faite comme du prêt-à-porter directement qu'on achète et où on sait comment fonctionner. Donc l'Ukraine. L'Ukraine, le 24 février ou dans le 25, a tout de suite mis en place une réglementation d'échange qui a très très fortement restreint les sorties de capitaux, ce qui est évident.
pour éviter une fuite des capitaux du pays de l'Ukraine et donc maintenir l'économie à flot. Au fur et à mesure, elle a assoupli cette réglementation d'échange et cette interdiction de sortir des capitaux pour en fait ouvrir à l'achat et l'import d'équipements, de biens et de services également destinés à soutenir l'économie, mais à soutenir l'effort de guerre, in fine. Donc, avec cette téléologie, ce but de l'action, de vraiment soutenir l'économie, ils ont réouvert. Donc, il est à peu près possible actuellement d'importer, enfin d'exporter depuis la France naturellement, la plupart des produits et services, essentiellement produits et biens, équipements, vers l'Ukraine. C'est-à-dire, ça recouvre aussi bien naturellement les équipements militaires, mais également l'agriculture, puisque je vous le rappelle, l'Ukraine est un des greniers de l'Europe, le sud de l'Ukraine, et donc partant de là, il faut s'assurer de pouvoir avoir ça a été la question dès le mois de mars, avoir des intrants, des semences pour pouvoir planter pour la récolte suivante. Ensuite, des équipements en fonction. Alors, ils ne vont pas acheter tout de suite des nouvelles moissonneuses-batteuses, etc. Mais en tout cas, ils vont continuer à se servir des matériels existants, mais il va falloir avoir des pièces détachées. Et bien là, tout ça, c'est possible. On peut expédier ça vers l'Ukraine et se faire payer. Ça, c'est un point fondamental. Il y a eu tout d'abord un moratoire pour les financements au début, qui a été ensuite assoupli, c'est-à-dire qu'en fonction des dossiers, eh bien, comment on appelle ça, en fonction des secteurs et des sociétés, eh bien, celles qui peuvent continuer à repayer leurs crédits le font. Celles qui ne le peuvent pas bénéficient de ce gel et de ce gel des financements et des obligations liées aux prêts et ne payent évidemment pas les intérêts également. Donc en fait, c'est à voir en fonction. Celles qui peuvent tirer sur les lignes le font, mais c'est du cas par cas. Mais au moins, on sait qu'on peut encore travailler avec l'Ukraine de manière assez souple, toutes choses étant égales par ailleurs, avec les réserves qui s'imposent. La Russie, c'est nettement plus compliqué. Comme je vous l'ai dit, il y a eu 8 paquets de sanctions. 8 paquets de sanctions qui, au fur et à mesure, ont compliqué les flux et la gestion des flux au quotidien. Il y a 9 ou 10 banques actuellement exclues du réseau SWIFT, donc on ne peut plus travailler avec ces 9 ou 10 banques, dont les principales, VTB, Sberbank et compagnie. Enfin, vraiment, on a les principales banques russes qui sont exclues. Donc maintenant, on est obligé de se tourner vers d'autres banques, des banques qui peuvent être russes ou à capitaux étrangers, mais vous le comprendrez, la plupart des banques à capitaux étrangers se réduisent comme peau de chagrin. Beaucoup ont quitté le pays ou sont dans une posture d'attente ou bien essayent de vendre. On a vu l'exemple de la Société Générale qui a vendu Rosbank au mois de mai. Eh bien, ça a été fait. Elle a revendu en fait sa banque à la personne ou au groupe à laquelle elle l'avait acheté auparavant, en 2007, 2008, je ne sais plus exactement quand, voire avant. Eh bien, en l'occurrence, donc il y a ce mouvement. Donc, on est obligé de regarder ce qu'il est possible de faire. Les virements demeurent possibles. Dans quelles conditions? Alors, c'est là qu'on va un peu rentrer dans le détail. Les virements en devises, durant un temps, ont été interdits. Ils ont été réouverts ensuite. Et il est possible de virer de l'argent depuis la Russie, donc finalement, pour vous, en tant qu'exportateur principalement, vous faire payer pour 3 raisons. Une première raison qui vous concerne peut-être moins, mais c'est le virement des salaires depuis la Russie en devises vers l'étranger. Le virement des taxes, des impôts divers et variés. Là aussi, c'est possible. Et ensuite, le virement d'une facture. C'est-à-dire que pour sortir de l'argent de Russie, il faut avoir l'une de ces 3 raisons, en particulier donc une facture. Et si vous avez une facture, et alors là aussi je rentre dans le détail, si nous sommes dans un domaine qui ne concerne pas les sanctions, ni comment on appelle ça, ni le domaine, ni une personne
ni, enfin du moins un secteur ou une activité, et ainsi de suite, on peut continuer à effectuer du commerce avec la Russie pour les biens, entre guillemets, qui sont encore possibles. Donc, je dirais, on réduit lentement aux biens de première nécessité, progressivement. Donc, parce que le but n'est pas de couper tous les ponts et tous les vivres à la population russe, mais d'empêcher l'économie russe de continuer à financer la construction d'équipements militaires divers et variés qui pourraient nuire pardon, à l'Ukraine. Voilà. Donc, c'est tout le but. Ça, c'est ce qu'il est possible. Ce sont ces 3 raisons. Je répète, c'est vraiment le paiement des taxes, le paiement des salaires et le paiement d'une facture. Hors sanction, évidemment. Dans un deuxième temps, les virements en roubles depuis la Russie ne sont plus possibles. Donc, on ne va plus travailler sur du rouble. Nous, en tant que banque occidentale, nous refusons de travailler sur le rouble. Nous le faisons de manière enfin, avec le gouvernement ou ce genre de choses quand on est obligé de le faire, mais c'est tout. Ça reste là, puisque vous le savez, Poutine a imposé, le gouvernement russe a imposé le paiement des énergies, gaz et pétrole en roubles. Donc, on est obligé de maintenir, puisque les États européens continuent à acheter encore du gaz en Russie, puisque la Russie est un des producteurs principaux. Eh bien, le but, c'est d'avoir la capacité d'assurer le paiement en roubles. Mais de facto, pour une entreprise privée, il n'y a plus de paiement en roubles disponible. Voilà. C'est ce qui est assez simple. Côté financement, localement, les banques russes vont accorder des financements, oui, mais depuis la France où les banques occidentales n'ont absolument aucune envie d'augmenter leurs encours en Russie actuellement, ce qu'on peut comprendre évidemment. Il est possible, donc je reviens de nouveau au virement d'un point de vue technique. D'un point de vue technique, on a vu que de nombreuses banques créaient des problèmes dans la réception des fonds en Europe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un mouvement, il y a des banques qui ont dit tout simplement, non, maintenant, nous ne faisons plus de virements, de flux vers et depuis la Russie, parce que d'un point de vue de conformité, c'est ingérable. Donc, en fait, certaines banques ont fait ce choix de cesser complètement les flux. D'autres ont augmenter la cadence d'un point de vue de conformité et de sécurité financière, c'est-à-dire que nous avons des équipes tentaculaires qui ont été développées déjà avant le 24 février, mais qui continuent à être augmentées pour pouvoir pour pouvoir analyser les virements, les flux, savoir d'où ils viennent, vers où ils vont, quelle est leur justification et comment les acheminer. Il y a des chemins qui passent, justement des cheminements techniquement bancaires qui passent mieux que d'autres. Ça, je vous invite à nous poser la question. Voilà, je dois être payé par tel ou tel client russe, si c'est le cas. Quel est le meilleur chemin? Alors, je vous dirai, dis-moi quelle est ta banque et je te dirai si on peut faire le paiement. Parce que là encore, c'est une des dimensions. Certaines banques avec lesquelles nous travaillons et d'autres avec lesquelles nous ne travaillons pas. Et là, je rentre encore dans le détail. Il y a 280 banques à peu près sous licence en Russie. Eh bien, parmi ces 280 banques, on ne travaille plus qu'avec un nombre très réduit d'une maximum dizaine de banques, en gros. Mais nous avons, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que nous avons des banques partenaires qui sont là pour pouvoir accompagner aussi de ce côté-là. Et en particulier, Raiffeisenbank est une des banques occidentale, encore implantée en Russie, qui a reçu finalement depuis, et je finirai là-dessus, depuis le 24 février, tous les clients internationaux et qui opère les virements via Vienne en particulier, en tant que banque correspondante, pour, tous ces clients internationaux. Elle a un savoir-faire et une efficacité reconnue de ce côté-là, qui vaut le coup. Elle entretient encore des relations avec une vingtaine de banques en Russie, mais c'est soumis à évolution et en fonction de la situation. Voilà. Donc, c'est mon message. Ce que je souhaiterais faire passer, c'est
il est techniquement possible de faire des virements. Il faut voir à quelles conditions, dans quelles conditions, pardon, et comment, quel est le meilleur chemin. Je passe mon temps quotidiennement à aller chercher où sont les virements, où en sont-ils, comment les débloquer, expliquer, donner les informations aux conformités et aux sécurités financières du groupe essentiellement, pour permettre de débloquer tout cela. Voilà. Donc ça, c'était juste pour illustrer et attirer votre attention. C'est un schéma de la COFAS qui est très très bien fait parce qu'il permet de voir d'un seul coup que toute cette l'augmentation, pardon, et je finirai là-dessus, excusez-moi, l'augmentation des coûts de la vie, des matières premières, etc., a une implication directe sur l'inflation. Il faut contrôler l'inflation, donc on augmente, comment on appelle ça, les taux d'intérêt. Et ça, c'est un aspect fondamental pour l'Europe centrale et orientale. Et l'augmentation des taux d'intérêt, en Hongrie, je crois qu'on est à 13%, en République tchèque, on doit être à 6-7% et ainsi de suite. Donc le taux directeur déjà est à un niveau très élevé. Donc s'il y a un financement, que ce soit pour une implantation de votre part ou bien celle de votre correspondant sur place, s'il a besoin d'un financement, il faut savoir que dans la devise locale, vous allez avoir un coup de massue d'un point de vue de financement local. Et Roland Dominique pourra et Valiance aussi, nos amis de Valiance également pourront illustrer ça avec la Pologne qui a également très fortement augmenté son taux directeur. Donc les taux locaux pour financer vos achats, vos développements, etc., vos investissements, ça va être très très conséquent. Voilà. Donc tout ça, en fait, c'était un aperçu très bref et vous m'excuserez, mais le temps imparti étant réduit, je ne veux pas m'étendre trop, mais je suis à votre disposition avec Lucie, donc pour vous répondre à vos questions et détailler ça en fonction des cas et des questions que vous pourrez nous poser. Voilà. Et je passe la main. Merci beaucoup, Dominique, pour cet éclairage sur la situation actuelle. On va maintenant passer la parole à Robert Petitjean. Oui. Voilà, pour que tu nous expliques un petit peu ce que tu as fait, voilà, ton œil de chef d'entreprise, les difficultés que tu as pu rencontrer éventuellement pour ton implantation en Arménie et comment tu as été accompagné, puisqu'il me semble bien que tu as été accompagné justement par le Crédit Agricole sur cette thématique-là. Absolument. Alors, tout a commencé en septembre 2018, où j'ai participé à une foire, un salon alimentaire à Yerevan. J'étais présent avec une personne arménienne et nous avions quelques produits, pas énormément. On avait du champagne, du vin, des panettones, du foie gras et de l'huile d'olive. On a eu un succès fou puisque nous étions les seuls Européens à proposer des produits venant d'Europe. La plupart des participants, enfin des gens qui étaient sur le salon, venaient plutôt de pays comme l'Iran, comme la Russie, comme les pays limitrophes à l'Arménie. On a eu la visite du président d'Arménie qui est venu sur notre Premier ministre plutôt, qui est venu sur notre salon et qui nous a dit il faut venir en Arménie, on a besoin de sociétés comme vous qui proposent des produits européens. Donc ça, c'était en septembre. Je crois qu'en décembre, d'ailleurs, j'ai vu Dominique, et on a commencé à parler d'implantation, puisque ma décision a été assez rapide. En décembre, janvier, j'ai pris la décision de m'installer directement en Arménie. On avait étudié plusieurs possibilités, soit passer par des distributeurs, par un importateur. Le problème que je rencontrais au départ, c'est que pour les distributeurs, ils me demandaient des fees, c'est-à-dire des droits d'entrée pour placer ma marchandise dans leur magasin. Donc, j'ai réfuté rapidement cette hypothèse et je me suis dit, je vais m'installer en direct, mais il faut que je me fasse accompagner. Donc, comme je l'ai dit, Dominique m'a proposé les services de la banque Agba, avec qui nous travaillons toujours d'ailleurs. J'ai également été voir BPI, pour obtenir une assurance prospection. Et puis, il fallait également que je me fasse accompagner par un gros cabinet d'expertise comptable, parce que
n'étant pas arménien et n'étant pas sur place, il fallait contrôler, bien sûr, les flux, les finances, etc. Donc, je suis passé par Grant Thornton, qui est toujours d'ailleurs notre expert comptable et conseil. Donc, l'ouverture de la filiale s'est fait officiellement en avril 2019. Moi, je me suis rendu en janvier, j'ai fait toutes les démarches. Alors, il faut savoir que l'Arménie n'est pas un pays facile, même si j'avais envisagé que c'était un petit pays, que ça allait aller relativement vite. Non, il y a quand même des procédures assez longues qui sont dues, à mon sens, à l'ancien système russe ou soviétique, j'allais dire soviétique, où il y a beaucoup de signatures à obtenir, beaucoup de contrôles, enfin, une procédure assez longue. À partir d'avril, nous étions opérationnels, nous avons pris des locaux avec une sorte de magasin et des entrepôts, et nous avons commencé à exporter des produits français sur Yerevan. Alors là, pareil, quelques difficultés, parce que pour importer en Arménie, il y a tout un système de procédures, de contrôle, de vérification. Et en fait, moi, mon idée, c'était vraiment d'avoir une gamme assez riche. On a été un petit peu limité. On n'a pas pu faire de produits frais comme je le souhaitais au départ. On a surtout fait des produits secs, parce que les produits secs sont beaucoup plus faciles à importer que les produits frais. Et on a commencé à vendre de l'huile d'olive, des panettone, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et surtout, on a eu un appui fantastique qui est celui de Panzani. Donc, au bout d'un an, on a obtenu la distribution exclusive de Panzani sur l'Arménie, ce qui nous a permis de nous développer, en particulier en retail, pratiquement dans, je dirais, 70% des supermarchés et supérettes de Yerevan, et qui nous a donné un gros coup de collier pour démarrer. Néanmoins, j'ai quand même ressenti quelques frustrations, puisque toutes nos démarches pour les produits frais n'ont toujours pas abouti à ce jour. C'est vraiment très, très compliqué. On sent qu'il y a une sorte peut-être de protectionnisme à vouloir importer des produits européens sur l'Arménie. Par ailleurs, on a mis en place une structure relativement légère, puisqu'on a 4 personnes, un directeur et trois autres personnes, une qui est sur le terrain, un chauffeur qui livre et une assistante qui s'occupe de rentrer les commandes. Donc là, par contre, c'est assez souple, c'est même peut-être plus souple qu'en Europe, qu'en France. Les gens travaillent souvent 8-10 heures et font un petit peu les 2-8, voire même les 3-8, je vais dire presque, parce que les magasins sont ouverts assez tard, jusqu'à 22-23 heures. Donc, de ce côté-là, pas de souci. Moi, ce qui me gêne, et toujours aujourd'hui, c'est cette législation complexe et qui est difficile à aborder. Même quand on va sur place, on sent que c'est le système soviétique qui prédomine. Alors, les obstacles également que j'ai pu rencontrer, alors c'est évidemment le Covid, qui ne nous a pas aidés. Les guerres, je dis les guerres parce qu'il y a eu 2 temps. Aujourd'hui, c'est en Azerbaïdjan. Il y a quelques temps, on a eu également. Donc ça, c'est quand même un frein pour la vente. Beaucoup de jeunes ont été appelés au front. Donc, on a vu nos ventes chuter à un moment donné, entre la période Covid et la période de la guerre. Donc aujourd'hui, je suis à la croisée des chemins. Je m'interroge pour savoir si je continue dans ce process de filiale qui coûte relativement cher parce qu'on a des locaux, on a des salaires, on a beaucoup de frais pour faire tourner la filiale et nos rentrées ne sont pas à la hauteur de mes espérances. Donc, mon idée, ça serait plutôt, parce qu'on a quand même la marque Panzani qui nous donne de bons résultats, ça serait de repartir peut-être sur un modèle maintenant qu'on connaît, les importateurs, les distributeurs, de repartir avec un importateur local et peut-être fermer la filiale. Voilà, j'en suis là aujourd'hui. Vous voyez que je pense qu'à certains moments, il faut savoir faire marche arrière parce que là, je ne vois pas trop d'issue dans la situation économique et politique du pays. L'Arménie est un pays, j'allais dire, de passage. Entre le joug russe, l'Azerbaïdjan,
je suis peut-être pas assez impliqué localement, mais j'ai quand même des retours assez fréquemment à travers Grand Anton, à travers nos contacts locaux, pour me dire, est-ce qu'on continue d'investir ou est-ce qu'on décide en 2023 de partir sur un marché de distributeurs comme on l'a sur nos autres marchés. Voilà, je vous donne mes impressions, parce que bon, ça fait 3 ans et demi maintenant qu'on est, presque 4 ans qu'on est sur ce marché. On voit que c'est un petit marché, mais complexe, et je ne vois pas comment ça peut changer du jour au lendemain. On a beaucoup investi, on a donné beaucoup de notre personne, on est allé sur place. J'ai pris un étudiant arménien pendant 1 an quasiment dans nos bureaux, qui est parti lui-même aussi en Arménie, qui a son père qui est commerçant là-bas, qui est revenu avec son propre jugement et qui va un petit peu dans mon sens. Il me dit, Robert, il ne faut peut-être pas investir autant maintenant, la situation est conflictuelle. On ne voit pas pour l'instant d'image de paix, en tout cas dans les mois qui viennent. Voilà, je pense vous avoir dressé un peu. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, je reste à votre disposition, mais c'est une expérience en tout cas quand même intéressant, parce qu'il faut tester le marché. Je pense qu'on a créé une dynamique autour de Panzani. On a des approches d'importateurs qui souhaitent reprendre cette carte Panzani. Donc, je sais que bon, il y a quelque chose à faire, mais maintenant, il faut trouver la bonne solution. Merci beaucoup Robert pour ton témoignage. C'est toujours important d'avoir le retour d'un chef d'entreprise qui nous explique concrètement ce qui s'est passé, comment ça se passe avec les succès et les difficultés. Et aujourd'hui, tu dis que tu es un petit peu à la croisée des chemins, que tu réfléchis à fermer ta filiale. Ce sont des réalités auxquelles tout chef d'entreprise peut être confronté quand on part sur un nouveau marché. On ne sait pas forcément ce qui va se passer. On parlait tout à l'heure de ne pas avoir la boule de cristal, c'est un petit peu ça, hein. Comme tu dis, il faut tester et ensuite prendre les meilleures décisions possibles. En tout cas, merci beaucoup pour ton retour. Je t'en prie. Merci. Alors, on va poursuivre cette présentation avec OOC International. Yasmine, je ne te vois pas. Est-ce que tu es bien là? Oui, bien sûr, je suis ici. Bonjour. Bonjour Alicia, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous me voyez, vous m'entendez. Oui, très bien. On t'entend, on voit la présentation. Tu peux peut-être la mettre en plein écran. Oui, mode c'est diaporama. Alexandre qui partage du coup la présentation, car je vais lui laisser la main après notre petite voilà, introduction, enfin présentation. Donc, Oui, tout à fait. Donc, je mets en diaporama. C'est bon. Donc, nous Super. sommes la société EOC International qui existe depuis 2001. Donc, on a fêté nos 21 ans cette année. On est une société d'accompagnement à l'international basée à Marseille. On est composé par, on est 5, 6 dans nos locaux à Marseille, et on s'appuie sur un réseau de partenaires un peu partout dans le monde. Donc, on accompagne les sociétés qui ont des questionnements sur l'international, l'export, et on développe de plus en plus également l'import. Si tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît, Alexandre. Du coup, la société a été créée par Anne-Martelle Raison, qui est la fondatrice, mais également conseillère du commerce extérieur de la France depuis 2009, et aussi vice-présidente de la Fédération des opérateurs du commerce international, l'OSCI. Et moi, j'ai intégré la société il y a de cela 4 ans. Du coup, je m'occupe de la partie développement avec Anne et le montage des dossiers auprès de nos clients et des nouveaux prospects, bien sûr en coordination avec nos différents partenaires et filiales. Sur la Pologne, nous nous appuyons sur notre partenaire Valiance,
Donc aujourd'hui représenté par Alexandre à qui je vais laisser la parole pour vous présenter la société et également le marché et les services que nous pouvons vous proposer. Merci Yasmine. Bon, bonjour encore une fois, bonjour à tous, ravi d'être présent avec vous. Peut-être je vais me présenter parce que tout le monde ne me connaît pas, donc je vais me présenter rapidement. Donc moi, je suis Alexandre Soinavant, je suis franco-polonais, je suis directeur du développement commercial chez Valiance. Depuis 8 ans maintenant que je suis chez Valiance. Je suis basé à Sopot, dans le nord de la Pologne, au bord de la mer Baltique. Donc, c'est une station balnéaire, Sopot, pour ceux qui ne connaissent pas. Très sympa. Après, je vous reparlerai de Valiance. J'interviens dans tout ce qui est conseil stratégique, études de marché, après l'opérationnel, mais j'y reviendrai. Quelques mots sur Valiance, très rapide pour que vous compreniez qui on est et ce qu'on fait. Donc, Valiance a été créé par deux associés français, Marine Bertos-Sapczyk et Cédric Fromont, qui, pour Marilyn, est en Pologne depuis plus de 28 ans maintenant, et pour Cédric, depuis plus de 18 ans. Ça fait depuis toutes ces années qu'ils accompagnent les entreprises étrangères sur les marchés, sur le marché polonais et sur les marchés d'Europe centrale et orientale. Quelques mots sur notre métier. Donc, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises, les PME, les ETI, aux plus grandes entreprises sur l'Europe centrale et orientale autour de trois typologies de prestations, que ce soit l'export, donc vendre sur les différents pays, connaître les différents pays, vendre, que ce soit l'implantation. Donc, l'implantation, ça peut être la création d'une filiale, mais l'implantation, ça peut aussi être un rachat d'une société locale ou encore le recrutement d'un technico-commercial qui sera après en portage salarial. Et troisième volet qui est très important aujourd'hui, c'est tout ce qui est sourcing, recherche et qualification de fournisseurs, que l'on a aussi beaucoup déjà avec la crise du Covid qui est arrivée. Il y avait des enjeux mondiaux de relocalisation, et puis on voit qu'il y a beaucoup de relocalisation d'Asie en Europe et surtout en Europe de l'Est. Donc là aussi, il y a pas mal d'enjeux. Quelques mots encore sur Alliance. Donc on est bien présent en Pologne. On a une équipe de 10 chargés de projet, 3 bureaux en Pologne, donc à Cracovie où il y a le siège social, à Varsovie, et dans le nord aussi, on est 2 personnes, donc à Gdynia et Sopot, et on couvre toute la zone que vous voyez en bleu foncé, donc une zone assez large avec qui on travaille avec un réseau de partenaires avec qui on travaille depuis au moins 15 ans. Donc, ce qui nous permet aussi de couvrir toute cette zone pour nos clients, notamment lorsqu'on a des missions multi-pays, ce qui est intéressant d'avoir une personne de contact et de pouvoir couvrir en fait tous les différents pays. Quelques chiffres, donc on réalise à peu près 150 projets par an. On a accompagné plus de 700 entreprises et sur tout secteur d'activité. Chacun de nos chargés de projet, donc des 10 chargés de projet en Pologne, ont des affinités par rapport au secteur d'activité. Voilà, donc maintenant, la présentation va porter sur la présentation des marchés, sur les secteurs porteurs et l'interculturel. Il y a beaucoup de choses à dire, alors bien sûr, on va essayer de condenser tout ça en un peu moins de 20 minutes pour respecter le timing, et je serai bien sûr à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. Alors déjà, pour poser le sujet, une carte qui est importante. Donc, comme on voit, la zone d'Europe centrale et orientale, d'Europe de l'Est est assez large et comprend des pays avec des profils multiples, des grands pays, des plus petits pays. On voit la Russie qui est immense. On l'a dit, Dominique, qui va jusqu'au Pacifique, et après des pays majeurs comme la Pologne, la Roumanie, avec la Pologne 40 millions d'habitants, la Roumanie 20 millions d'habitants, et des plus petits pays comme les pays baltes entre 1 et 3 millions d'habitants, etc. Donc on voit déjà que c'est une zone qu'il ne faut pas forcément prendre comme un bloc, parce qu'en fait chaque pays a sa culture, chaque pays a ses diversités, chaque pays a son histoire. Il est important de voir. Mais déjà pour poser le sujet, sur cette carte, ce que j'ai mis aussi, c'est le logo de l'OTAN. Pourquoi j'ai mis ce logo? Parce que depuis la guerre et depuis le conflit de la guerre en Ukraine, on nous a souvent posé la question, est-ce que c'est sécuritaire de venir en Pologne? Est-ce que c'est sécuritaire de venir en Roumanie? On a des clients, des prospects qui étaient un peu réticents à venir à cette période-là.
Nous, ce qu'on veut faire passer comme message, c'est qu'aujourd'hui, au niveau sécuritaire, il n'y a aucun souci de venir dans des pays comme la Pologne ou tous les pays que vous voyez en vert. Il n'y a aucun problème de sécurité et on fait partie de l'OTAN. Donc, c'est-à-dire que le jour où il y aura un problème, ce sera un problème mondial ou dans toute l'Europe. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucun souci pour venir. Les impacts du conflit, bien sûr, ça a été une crise humanitaire qu'on a pu voir et un accueil massif de migrants. Et on a vu la générosité, par exemple, de la Pologne qui a accueilli énormément de migrants, etc. Aujourd'hui, ces pays, depuis 30 ans, ils ont connu un développement incroyable dans leur développement au niveau des infrastructures, au niveau des services, au niveau de tous les secteurs d'activité, de la modernisation des entreprises. On a vu que ces 30 dernières années, ces pays-là sont vraiment développés grâce notamment aux fonds européens et ce sont des pays qui ont été en forte croissance. La croissance, elle est toujours là dans les pays. Si on compare par rapport à au deuxième semestre de l'année dernière par rapport à ce semestre, on rencontre encore des croissances. Ce qu'on a cette année, ce qu'a parlé aussi Dominique, c'est l'inflation. Donc, de très fortes inflations sur nos pays, entre 15 et 20%, voire 25% sur les pays baltes aujourd'hui. Et ce sont des pays aussi où il y a très peu de chômage aujourd'hui. Donc, ce sont des pays aussi où il y a besoin de main-d'œuvre, où il y a peu de chômage et où il y a des problèmes, mais aussi des solutions pour avoir de la main-d'œuvre et recruter. Donc, voilà un peu le tableau de l'Europe centrale et orientale. Par rapport au secteur majeur, et ça c'est important, donc ce sont des pays qui ont toujours été industrialisés. Donc, on retrouve en fait de nombreux secteurs industriels avec un fort savoir-faire sur les différents pays, que ce soit de la plasturgie, de la métallurgie, et après pour les produits finis. L'automotive qu'on retrouve en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, que ce soit l'électroménager, que ce soit l'aérien, tous les équipementiers qu'on peut retrouver par exemple en Pologne, la vallée de l'aviation vers Rzeszów, dans le sud, à la frontière de l'Ukraine, l'industrie chimique, l'industrie agroalimentaire qu'on retrouve. Donc, on retrouve sur ces pays pratiquement toutes les industries avec un fort savoir-faire très diversifié. C'est pourquoi aussi ces pays, lors de la crise du Covid et dans les enjeux que j'ai parlé de relocalisation de la chaîne de production mondiale, on a eu beaucoup de demandes en fait d'entreprises qui voulaient trouver des fournisseurs sourcés sur nos pays. Parce que justement, on retrouve tout ce savoir-faire, sur les différents secteurs d'activité. Pour vous donner un exemple, avant la crise du Covid, on avait à peu près 80% de missions d'export, implantation et 20% de sourcing. Et aujourd'hui, on a plus de 50% de missions de recherche de fournisseurs et de sourcing. C'est ça aussi qui a permis de résister à la crise de Covid dans nos pays parce qu'on a eu les usines, elles ont marché après le confinement qu'il y a eu, mais les usines après ça ont marché vraiment à plein régime et ont permis de booster l'économie. Ce que je n'ai pas mentionné aussi par rapport à nos pays, c'est que pour la plupart d'entre nous, on a encore nos monnaies locales. Donc le zloty en Pologne, le forint en Hongrie, le lei en Roumanie, etc. Donc, on a aussi pu jouer sur la monnaie pour pouvoir être attractif pour l'export. Les pays baltes et la Slovaquie sont en euros, pour information. Un petit exemple sur la Pologne pour montrer comme quoi il y a des investissements qui ont été réalisés ces dernières années. On voit que les investissements directs étrangers ont été en augmentation. Donc là, je vois qu'il y a une erreur, mais il n'y a pas la date. Là, on voit donc 2019, 2020, 2021 qui ont atteint en 2021 25 milliards de dollars, qui a été une année record. Donc, il y a aussi beaucoup eu d'investissements directs pendant ces années-là. Et je vous ai mis aussi un graphique pour vous montrer la production qui progresse d'année en année et justement avec ce phénomène de relocalisation que l'on a sur nos pays. Quels sont aujourd'hui les secteurs porteurs pour des entreprises qui veulent, là j'ai parlé beaucoup de recherche de fournisseurs, de sourcing, mais aussi pour les entreprises qui souhaitent se développer sur notre zone.
Donc, les secteurs porteurs sont aussi nombreux. Il faut savoir que voilà, c'est des pays par exemple, si on prend la Pologne, 40 millions d'habitants, la Roumanie, 20 millions d'habitants, ce sont des assez grands marchés avec, comme je l'ai dit, des marchés qui se sont développés ces 30 dernières années très rapidement, où il y a eu des augmentations des salaires et il y a eu des augmentations aussi du pouvoir d'achat ces dernières années. Donc, il y a eu aussi des augmentations de la consommation interne, etc. Donc, on retrouve des opportunités aussi un peu dans tous les secteurs d'activité. Ce qui est important quand on va partir sur nos pays, c'est de vraiment savoir quels sont les concurrents sur place, parce que aussi, comme vous l'avez pu voir, on est des pays manufacturiers, donc on produit beaucoup de choses. Donc, il faut bien connaître ses concurrents, connaître notre innovation pour pouvoir percer le marché. Aujourd'hui, il y a des opportunités dans tout ce qui est construction. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de logements manquants sur nos pays. Si je donne un exemple de la Pologne, avant la crise, avant le conflit ukrainien, il y avait déjà 2 millions de logements manquants. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a une crise humanitaire en Pologne. On a accueilli près de 3 millions d'Ukrainiens et on voit qu'il y a des problèmes de logement. Donc aujourd'hui, il y a des besoins dans tout ce qui est logement, des besoins aussi d'infrastructures, etc. Les énergies renouvelables, aujourd'hui, c'est la grande mode. On voit qu'il y a différents projets énergétiques dans l'énergie renouvelable, que ça concerne les panneaux solaires, qu'il y a des fonds qui sont dédiés, que ça concerne l'éolien. Et aussi, peut-être vous l'avez entendu, il y a eu des accords pour créer une centrale nucléaire en Pologne, où, par exemple, il n'y a pas encore de centrale nucléaire aujourd'hui en Pologne. Tout ce qui est environnement, médical, santé, aussi, il y a des besoins de rénovation, de modernisation dans tout ce qui est le secteur public de la santé. Dans le retail aussi, il y a beaucoup, on est des pays très sensibles et une population très sensibilisée à tout ce qui est digitalisation. Donc, même lorsqu'on vient sur nos pays, lorsqu'on vient en Pologne, on voit directement que le pays est moderne au niveau de la digitalisation par rapport à la France. On peut tout faire au niveau digital, acheter son billet de tram sur son application, réserver sa voiture à la minute sur son application, les vélos, les trottinettes. Dans les tramways, on a aussi des chargeurs pour les téléphones portables. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a aujourd'hui des magasins complètement indépendants, ça s'appelle Żabka Nano, qui est une chaîne du retail convenience store, on va dire, des petits points de vente. Aujourd'hui, ils ont complètement automatisé leur magasin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de personnel à l'intérieur. On peut rentrer avec une application et directement se servir et payer sur place. Donc, au niveau de la digitalisation, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées. Et les Polonais et puis les habitants d'Europe centrale sont très friands. L'outsourcing aussi, comme vous le savez, il y a beaucoup de sociétés d'outsourcing sur nos pays. Et pour finir, le retail. Donc, comme je vous l'ai dit, ces dernières années, il y a eu des augmentations de salaire, il y a eu le pouvoir, il y a toute une classe moyenne qui s'est développée et que ça a permis d'avoir des bonnes croissances en retail dans tout ce qui est produit. Avant, on disait que nos pays étaient des pays de prix, donc il fallait vraiment avoir… on allait d'abord regarder le prix avant tout, mais on voit depuis quelques années qu'on regarde de plus en plus la qualité et les bons produits. Par exemple, le bio s'est très bien développé ces dernières années parce que de plus en plus, les personnes ne veulent pas trouver seulement du prix, mais veulent trouver de la qualité dans les produits. Donc ça aussi, il y a des opportunités pour les entreprises françaises qui présentent des produits qualitatifs et des produits made in France. Quelques mots donc sur les spécificités culturelles et les relations dans les business. Donc là, c'est pareil, on est sur une zone large avec des spécificités par pays. On ne peut pas
On ne peut pas faire une généralité pour tous les pays, bien sûr, parce que chaque pays a ses spécificités. Si on prend les pays plus au nord, comme la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, on est sur des pays, on va dire, matures, qui ont l'habitude de travailler avec les entreprises d'Europe de l'Ouest, avec l'Allemagne. Ce sont des pays fournisseurs de l'Allemagne et ils ont des process, on va dire, et un management très carré, dont il est très facile de travailler avec ces distributeurs et ces fournisseurs. Plus on descend vers le sud, plus c'est latin ou plus il y a besoin de management parce que c'est plus, on va dire, il y a besoin de plus de suivi parce qu'il y a moins de rigueur, on va dire. Si on prend les spécificités globales sur notre zone, ce sont généralement, donc là c'est particulier, on va dire, à l'Europe centrale, Pologne, République, Slovaquie, ce sont des personnes résilientes, pragmatiques, qui s'adaptent très vite. Ça, on peut le voir en suivant les différentes crises qu'il y a eu. D'abord, la crise du Covid. On peut voir que sur ces pays-là, l'approche par rapport au Covid a été beaucoup plus pragmatique que par rapport à l'Europe de l'Ouest. Il n'y a pas eu un confinement strict comme il y a pu y avoir en Europe de l'Ouest. Les usines, elles ont continué à tourner à moindre échelle, à moindre mesure, mais elles ont continué à tourner. Les magasins, comme les grandes surfaces de bricolage, sont restés ouvertes. Il y a beaucoup de choses qui ont été prises avec beaucoup plus de pragmatisme. Aujourd'hui, aussi, on le voit lorsque l'on a toutes les problématiques dues à la guerre en Ukraine, avec la forte inflation, des difficultés à trouver les matières premières. On voit aussi que les entreprises s'adaptent vite pour trouver voilà, de nouveaux fournisseurs, pour trouver des solutions. Et nous, nos clients, ils nous le disent. On voit que vraiment, les Polonais, les Tchèques cherchent rapidement à s'adapter pour trouver rapidement des solutions. On est aussi très opportuniste dans les relations. C'est-à-dire que très opportuniste et savoir aussi que c'est très important le moment présent. Que ce que je peux gagner, que ce que je peux obtenir. C'est-à-dire qu'il faut aller assez rapidement. Lorsqu'on a un contact avec un distributeur, par exemple un fournisseur, il faut aller assez rapidement parce qu'ils n'hésiteront pas à aller chez la concurrence si jamais ça va plus vite ou si jamais on voit qu'on traîne, ça ne va pas assez vite. Donc, il faut aller très rapidement. Voilà, il y a l'importance de savoir que ce que je peux obtenir à court terme. On se rend compte aussi qu'il y a quelques difficultés à communiquer. On aime bien les choses qui se passent à l'oral, donc prendre le téléphone, appeler son fournisseur, appeler son distributeur, plutôt que d'envoyer des mails. Ça aussi, c'est très important pour ne pas avoir des mails sans retour et penser qu'après, voilà, il n'est plus intéressé. Il faut vraiment décrocher le téléphone et les appeler. Aussi, on sait acheter et comparer. Et il y a encore l'importance du prix, c'est-à-dire que lorsqu'on va présenter une nouvelle solution, on ne va pas hésiter, enfin, quand je dis on, ce sont les distributeurs, nos partenaires, ne vont pas hésiter à aller comparer avec la concurrence très rapidement pour savoir au niveau de la qualité ce que ça vaut, quel est le positionnement, etc. Et c'est pour ça qu'il faut aussi avoir une bonne connaissance en amont de notre positionnement et de ce que fait la concurrence pour pouvoir avoir les arguments de vente adéquats. Au premier rendez-vous, qu'est-ce qui est important? L'importance de la ponctualité. Ici, il n'y a pas le quart d'heure de politesse, il faut vraiment être ponctuel, ça a toute son importance. Présentation formelle, vestimentaire, qui a aussi son importance lors du premier rendez-vous. Le mieux, c'est d'avoir une veste, que ça soit en rendez-vous physique, mais aussi que ça soit en visioconférence. Le premier contact sera assez réservé, méfiant au début. On parle un peu de la peau d'orange, qu'une fois qu'elle est percée, on retrouve la tendresse parce qu'en fait, cette méfiance disparaît très vite. Et très vite, on est très bien accueillis. Et les Français sont toujours très bien accueillis sur nos pays. Donc là, j'ai mis quelques bonnes pratiques et pratiques risquées qu'on peut avoir sur nos pays. Donc, les bonnes pratiques, c'est d'être ponctuel et courtois, manifester
un intérêt pour la culture. C'est toujours aussi agréable de dire quelques mots dans la langue locale lors d'un premier contact, de savoir dire bonjour, merci, etc. Et connaître bien sûr le nom de votre interlocuteur lorsque vous arrivez sur place. Des pratiques risquées, c'est, comme je l'ai mentionné, c'est de faire patienter trop longtemps son partenaire d'affaires. Le faire patienter avant de prendre une décision, comme je l'ai dit, ici, il faut que ça aille assez rapidement, que ça soit concret dans le court terme. Et il n'est pas très bien vu dans des premiers rendez-vous, en tout cas, quand on n'est pas bien la personne, de parler de sujets qui fâchent comme la religion et la politique. Et aussi de vouloir imposer ses méthodes de travail. Aujourd'hui, dans notre région, ils n'attendent pas de nos méthodes de travail, mais ils ont leur méthode de travail qui fonctionne très bien. Et c'est mal vu qu'on arrive avec nos grands sabots en tant que Français en disant que nous, on souhaite faire comme ça. Donc, pour récapituler, c'est très important de ne pas faire attendre, d'aller oui. Et aussi, ce qui est important à noter, c'est qu'un non n'est pas forcément un non définitif. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un non d'un partenaire, surtout que lorsque vous l'avez rencontré, n'hésitez pas à le relancer parce que lui, de son côté, il va faire quelques recherches et finalement, il va se trouver qu'il y aura quelque chose à faire avec ce partenaire. Dans l'environnement des affaires, lorsque vous cherchez à faire des affaires sur notre zone, que vous recherchez un distributeur, un importateur, il y a très peu de bases de données complètes et précises. Il y a une certaine opacité. Donc, il faut vraiment contacter le plus de personnes possible, fouiller, quand je dis fouiller, auprès des associations d'entreprises, auprès des clusters un peu partout pour trouver vraiment le bon partenaire qui ne sera pas forcément mis en évidence et très visible. Donc, il y a une grande importance du relationnel. Un bon distributeur, il faut être pragmatique. Un bon distributeur n'est pas forcément un mauvais distributeur. On a vu des petits distributeurs qui ont été très motivés, qui ont accroché avec une certaine marque et qui ont tout fait pour développer cette marque et ça a très bien fonctionné. À côté de ça, on avait des bons distributeurs, des gros distributeurs reconnus sur le marché avec des très bonnes références qui finalement n'ont rien fait pour une certaine marque parce qu'ils avaient déjà d'autres marques et qui ne voulaient pas mettre les moyens. Donc, soyons pragmatiques, un petit distributeur peut vraiment faire l'affaire. Sur nos pays aussi, il y a très peu d'agents, de notions d'agents comme il pourrait y avoir en Allemagne. Donc, il n'y a pas ce système d'agents multicartes qui va représenter plusieurs sociétés pour animer, par exemple, des clients. Les salons, il y a quelques salons, mais les salons restent de moindre envergure. Et nous, on demande toujours on conseille toujours de privilégier quand même la prospection directe ou de se rendre sur des salons en Allemagne, par exemple, comme le Medica, là, qui aura la semaine prochaine à Düsseldorf, où là, on peut rencontrer plus de partenaires potentiels polonais que sur des salons même qui se trouvent en local. Voilà, lorsqu'on a un partenaire, lorsqu'on a un distributeur, donc n'hésitez pas à le suivre régulièrement, à le booster pour qu'ils prennent des initiatives. Il y aura peu d'initiatives de leur part si vous n'êtes pas derrière eux et si vous ne les boostez pas. N'hésitez pas aussi à proposer un appui commercial, que ce soit à venir régulièrement sur le marché ou même à faire appel à des personnes comme Valiance International qui pourront suivre les distributeurs pour cet appui commercial et aussi, bien sûr, l'implantation physique donne un avantage considérable concurrentiel pour maîtriser le marché et s'adapter. Il y a aussi des solutions que nous, on propose, c'est de développement commercial, c'est-à-dire qu'un de nos chargés de projet peut prendre la carte de visite de votre entreprise et directement, en votre nom, contacter des clients. Donc, ça remplace un peu l'agent qu'il pourrait y avoir dans certains pays. Donc aujourd'hui, les clés de succès pour réussir, donc c'est bien estimer son marché, bien connaître son positionnement,
bien connaître ses arguments de vente par rapport aux concurrents locaux, s'adapter au marché, avoir une forte ténacité et l'idéal, c'est d'avoir une présence des personnes sur place, que ça soit via des partenaires ou que ça soit directement via du portage salarial ou autre. Des écueils à éviter, donc sous-estimer l'interculturel, s'implanter sans connaître le marché et ses concurrents, sous-estimer le temps d'adaptation et de la compréhension du marché, sous-estimer le facteur prix. Voilà. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, parce qu'en fait, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur la zone, notamment au niveau des secteurs porteurs. Ce qui est important, voilà, c'est vraiment quand on part sur nos pays, c'est le temps qu'on peut y mettre, les moyens qu'on peut y mettre. Et généralement, on va dire que sur tout secteur d'activité, il y a du potentiel, même lorsqu'on a des concurrents forts, on arrive toujours à se placer si on met les moyens. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à Yasmine. Votre présentation, on pourra la diffuser aux participants, aux inscrits qui n'auraient pas pu nous rejoindre ce matin. Bien sûr. Et bien sûr, je précise que je communiquerai les coordonnées de chacun des experts présents ce matin à l'ensemble des entreprises intéressées. Je passe maintenant la parole à Roland Dominique et à Amandine Durand pour Altios International. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci Alicia, Maëva pour cette invitation et le plaisir de partager nos expériences avec vous et les expériences de réussite de nos clients sur la région. Voilà. J'espère que vous voyez le… Très bien. Parfait. Sur la première partie, je laisse Amandine, qui est chargée de développement dans la région, faire une courte introduction d'Altios. Je présume pareil que certains d'entre vous ne connaissent pas Altios. Parfait. Merci Roland. Donc bonjour à tous, je suis Amandine Durand, chargée d'affaires internationales chez Altios, basée à La Ciotat, et je suis votre interlocutrice de proximité en région Sud-Est. Donc, je suis ravie de pouvoir intervenir ce matin et je remercie notre partenaire, le Crédit Agricole Alpes-Provence, de nous avoir conviés à ce webinaire. Donc, mon rôle au sein d'Altios, c'est d'accompagner les dirigeants d'entreprise dans la compréhension de leurs problématiques, stratégies et besoins à l'international. Et puis, dans un second temps, je supervise l'ensemble des prestations et solutions que nous déploierons pour eux en collaboration avec nos bureaux à l'international. Donc, Altios a été créé il y a 30 ans et sa vocation est de faciliter et accélérer le développement des activités des entreprises à l'international. Nous avons 36 bureaux en propre dans une vingtaine de pays et nous nous appuyons sur un réseau de partenaires dans une trentaine de pays complémentaires, ce qui nous permet de pouvoir intervenir dans une cinquantaine de pays à travers le monde. Nous avons développé des services conçus pour répondre à chaque étape clé de votre internationalisation. Donc, l'intérêt est de pouvoir chercher chez Altios les outils nécessaires pour croître à l'international et favoriser votre implantation locale. Donc, comme on peut le voir sur cette slide, nous avons 4 briques principales de métier, donc stratégie, développement, implantation et investissement. Donc, on peut par exemple vous aider à définir vos orientations stratégiques, définir votre plan de conquête à l'international, identifier vos marchés, les prioriser. Altios est également en capacité de vous accompagner sur le développement commercial avec la prospection de clients, la recherche de partenaires distributeurs. Puis, sur le volet implantation, nous pouvons vous accompagner dans la création et la gestion de vos filiales locales, gestion comptable, fiscale et sociale. Pour information, nous avons actuellement 400 filiales sous gestion à travers le monde.
Et enfin, nous avons également une palette complète de solutions en termes de ressources humaines à l'international qui va du recrutement, de l'hébergement au portage salarial. Et enfin, pour les entreprises qui souhaitent accélérer leur développement à l'international, nous pouvons les accompagner dans leur opération de croissance externe ou projet d'implantation industrielle. Voilà pour une brève description des activités d'Altios. Je laisse maintenant la parole à Roland. Merci Amandine. Nous allons nous concentrer sur juste une petite partie du monde qui est l'Europe centrale. Donc en gros, ce qui se trouve, Altios Eastern Europe, c'est ce qui se trouve entre la mer Baltique et la mer Noire. Plus précisément, nous travaillons sur la Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Serbie et Croatie. Le bureau de Kiev a été évacué début mars. Donc, pour le moment, nous ne faisons rien en Ukraine. Et nous traitons une 50aine de dossiers par an. Notre approche, notre ADN, je dirais, c'est de trouver des clients avec qui nous nous lions pour du long terme. Donc, on fait relativement peu de dossiers par rapport à la taille. En revanche, dans la plupart des cas, c'est des dossiers à long terme, relativement importants. On va se concentrer aujourd'hui sur des sujets d'implantation principalement, sous différents aspects, sous différentes formes. Et il y a un point important que j'aimerais qu'il soit très clair. Des pays en Europe centrale sont des pays qui sont extrêmement dynamiques. Il y a une vingtaine d'années, la société en Pologne est active depuis 1994. Donc, il y a une vingtaine d'années, je discutais avec un Belge avec qui on travaillait à l'époque, et je lui dis, c'était vraiment des pays qui étaient compliqués à l'époque, avec l'inflation à 90%, des pays sombres, il ne faisait pas bon vivre, ce n'étaient pas des pays joyeux. Et donc, je lui dis, écoute, Jean-Luc, qu'est-ce que tu fais ici? Tu pourrais faire ta carrière en Belgique ou n'importe où. Pourquoi tu es là? Là, il me dit, bon, je ne peux pas le citer parce qu'il faudrait que j'utilise des mots qui ne sont pas très polis. En gros, il me disait, en Belgique, je m'ennuie. Voilà. On peut le traduire comme ça. Or, ici, il y a tellement d'opportunités, tellement de possibilités de développement. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les pays d'Europe centrale, dans les pays low cost. Nous sommes dans les pays qui sont actifs sur l'international. Des sociétés locales sont actives à l'international elles-mêmes. Des sociétés qui achètent des entreprises en France, en Allemagne, aux US, en Chine ou ailleurs. C'est des sociétés qui commencent à être dominantes sur certains aspects. Et nous, en travaillant dans les dossiers principalement M&A, donc fusion-acquisition, on cherche toujours des synergies pour que 1 plus 1 ne fasse pas 2, mais fasse 3, 4 ou autre. Donc, moi-même, je suis quelqu'un qui apprend beaucoup des autres et apprend des expériences. Donc, je vais partager 3 cas, 3 clients qui sont très différents les uns des autres. Le premier, c'est une PME classique, familiale, qui était fondée encore au XVIIIe siècle, française, typique, qui, il y a une quarantaine d'années, s'est mis à faire de transformer le plastique. Voilà. Deuxième société, c'est une société très dynamique qui est dans l'informatique, qui a déjà des implantations dans quelques pays. Et le troisième, c'est une société très spécialisée dans la boulangerie surgelée, qui fait partie d'un grand groupe alimentaire. Donc, 3 cultures différentes, 3 approches différentes, 3 clients différents. Le premier projet, c'était relativement simple. Une société qui a quelques clients locaux, qui a signé avec un agent local et qui s'est dit, bon, vu le potentiel du marché polonais, en l'occurrence, on va venir avec cet agent constituer une société commune pour, un peu comme M. Petitjean il a fait, il a testé le marché, il s'est dit, bon, on y va. Là, c'est pareil. C'était l'idée première. Sauf que, quand les négociations ont commencé sur l'ouverture d'une JV commune,
il s'est avéré que la divergence des cultures est telle que l'associé français et l'associé polonais ne se comprennent pas. J'ai participé aux négociations et à un moment donné, nous avons commencé à présenter d'autres sociétés, d'autres approches, d'autres idées pour démontrer que peut-être la solution imaginée au départ, qui commence à aller vers un échec, n'est pas la meilleure. Peut-être qu'il faut considérer d'autres opportunités. Et plus précisément, nous avons fait en interne une petite étude pour prouver qu'il y a des mollistes. Donc, on peut trouver des solutions techniques pour produire sur place, qu'il y a des sociétés de décoration donc, qui vont faire la finition ensuite sur les bouteilles à plus forte valeur ajoutée, qu'il y a de la main-d'œuvre qui est qualifiée, même si elle n'est pas facile à acquérir, mais elle est présente et elle est de très bonne qualité, que les prix des matières en local et en devise locale, en polonais en l'occurrence, peuvent être achetés et proviennent d'autres ressources, notamment Biélorussie. Donc, il y a des opportunités également de ce côté-là. Et puis, de l'autre partie, que le marché polonais est considéré comme du marché interne pour l'Allemagne. Donc, facilement, il y a une culture d'exportation vers l'Allemagne depuis la Tchéquie, depuis la Hongrie, depuis la Pologne. Donc, c'est tout à fait intéressant et on peut accéder au marché allemand via l'Europe centrale. Il y a énormément de clients en local qui sont très présents sur plusieurs pays ensuite à l'export, notamment un gros site de production de shampoing L'Oréal est situé en bordure de Varsovie. Et puis, il y a beaucoup de concurrents qui peuvent être des cibles d'acquisition. Et donc, comme vous pouvez imaginer, il y a eu deux questions majeures qui sont posées. Est-ce qu'on investit en propre, donc on fait appel à des subventions et on crée une société comme on la veut, ou bien est-ce qu'on achète quelqu'un? On a fait un business plan, on savait combien on est prêt à mettre pour construire la société, combien nous coûterait la construction d'une société. Et donc, on s'est dit, on se donne 1 an. Si on n'arrive pas à acheter quelqu'un pour ce prix, pour le même prix, on passe sur la création ex nihilo. Donc, on a commencé à faire une approche acquisition, mais non pas exactement dans le même domaine de compétences, donc PEHD, mais dans le PET, pour compléter l'offre globale du groupe. Ou bien de sociétés de décoration, sachant que la société française a peu de compétences en décoration. Donc, on a fait tout le process, tout le screening, recherche, validation, peu importe, je vous passe les détails. Et finalement, nous avons choisi, le client a choisi une société de taille moyenne, 40 personnes, qui est très rentable, appartenant à un propriétaire, qui donc avait tous les aléas d'une société unipersonnelle, c'est-à-dire l'approche particulière envers le fisc, je dirais comme ça. On a eu, pendant le due deal, avant le due deal, on savait qu'il faut sortir certain nombre bateaux, voitures, autres investissements qui ne feraient pas partie de l'acquisition. Et tout ça était dans la société pour baisser l'assiette fiscale de l'entreprise. On savait également qu'une partie des revenus était payée cash, donc non déclarée. Donc, on savait que la rentabilité de la société était en partie fictive parce que, bien entendu, après acquisition, nous, on ferait tout très clair, mais sans aucun paiement en noir. Donc, on va avoir des coûts fiscaux et sociaux qui vont augmenter. Mais en même temps, on s'est rendu compte que cette société-là, elle a des leviers de croissance très importants parce qu'elle était souvent sous-traitante des autres. Et donc, en investissant sur le commercial, on pouvait trouver des leviers pour augmenter la rentabilité. Et le choix définitif, le point de décision, c'était un des managers qui était dans la société.
parce que la société française, comme vous avez bien pu voir, 20 personnes, une petite structure qui n'avait pas les moyens et qui n'avait pas de personne, quelqu'un capable de venir en Pologne pour prendre en main la gestion de l'entreprise, elle avait besoin d'une personne de confiance locale. Et le choix a été porté pour cette société parce qu'elle avait un manager qui pouvait reprendre tout de suite les rênes et quelqu'un de très dynamique. Donc, on a réalisé cette approche. Ensuite, je suis resté pendant 2 ans conseil sur l'intégration de la société. Et on a eu quelques surprises. À nouveau, on est sur l'interculturel. Par exemple, tout de suite après l'acquisition, on a signé en mois de décembre et je viens le 2 janvier pour faire le premier contrôle. Et il s'avère que la moitié des stocks est déjà vendue sous l'ancienne entité. Donc, j'ai fait un appel assez fort au manager et à l'ex-propriétaire pour leur dire que il faut qu'ils le remboursent, sinon on fait jouer la garantie active-passif. Donc, et de leur côté, ce n'était pas méchant. Ils n'avaient juste pas compris qu'une partie des ventes, c'était la valeur du stock. Pour eux, c'était tout ce qui était produit à partir de la date de la signature. Donc, ce n'était pas une approche pour tirer la couverture, enfin un peu quand même, mais en grande partie, c'était une différence de compréhension. Donc, quelles sont les leçons que l'on peut en tirer? Si on était en salle, on pourrait faire un exercice commun d'analyse. Comme on est en webinaire, je vais partager mes idées, mes conclusions, sachant que je suis ouvert à intéresser de vous entendre par la suite sur la session questions-réponses. Qu'est-ce que vous en tirerez comme conclusion? Donc, bien entendu, la première question, si on peut prendre en considération l'implantation locale, c'est avoir les moyens. Avoir les moyens financiers, avoir les moyens d'organisation et avoir les moyens humains. Ensuite, si on a un projet que l'on vient de présenter, où on veut créer une société de distribution avec un partenaire et on termine par une implantation physique de production, il faut que le management ait un esprit qui cherche des opportunités et non pas un management qui cherche à se protéger, avec une très grande agilité. Également, il faut un management qui est prêt à écouter ce que dit le conseiller. Donc, nous, en l'occurrence, mais peu importe. Parce que s'il n'avait pas écouté, son projet initial allait à l'échec et ne pourrait pas aboutir. Avec nos conseils, il a constitué une société qui est très rentable et qui, jusqu'alors, réalise le budget qui lui est destiné et qui actuellement exporte 90% vers le marché allemand. Nous avons, et puis, une partie très importante sur tous les dossiers M&A, sur tous les dossiers fusion-acquisition. Il faut absolument que le top management du client soit présent et fasse partie de l'équipe. Très souvent, nous avons des conflits, très souvent, nous avons des blocages de négociation. Et si les vrais décideurs ne sont pas présents sur place, on risque de stopper tout le process. Donc, voilà, c'est le premier exemple, la première étude de cas. Le deuxième projet, c'est une société qui est active dans l'informatique. Informatique B2B, c'est une société qui propose des solutions type ERP, uniquement B2B, qui a déjà quelques sociétés dans d'autres pays. Et nous l'avons rencontrée à un événement il y a quelques années où elle nous a dit, bon, on discute avec un de nos clients et peut-être on va être amené à être présent sur place. En Europe centrale, quelque part, on ne sait pas si ça va être la Tchéquie, Slovaquie, Pologne ou Hongrie. Sur un de ces 4 pays, a priori, on va être présent à un moment donné. Visiblement, ils sont souvenus de nous parce que quelques années plus tard, ils reviennent nous voir pour dire, bon,
Dans 4 mois, on doit signer avec un client, ce qui veut dire que nous devons facturer en devise locale, ce qui veut dire que nous devons avoir une équipe d'intégrateurs locaux qui vont réaliser l'intégration de notre système sur place. Sinon, on devrait envoyer nos équipes depuis la France, ce qui va être compliqué. Et en effet, c'était encore plus compliqué parce que c'était juste avant Covid. Quand le Covid a éclaté, aucun déplacement n'était possible. L'envoi des courriers était très lent. Donc, on a réussi à constituer la société en 3 mois parce que c'était d'un côté l'implication de tout le monde et de l'autre, c'était une coopération exemplaire avec les équipes du Crédit Agricole. D'ailleurs, cette création de société ensuite a été prise comme cas exemplaire pour la formation de directeurs international desk de Crédit Agricole. Pourquoi? En fait, aujourd'hui, avec les problématiques de compliance, de KYC, vérification de bénéficiaires ultimes, ainsi de suite, les banques prennent beaucoup de temps pour vérifier la véracité des données et la sécurité d'ouverture de compte. Donc ici, j'ai passé au moment de la signature du contrat avec le client, j'ai passé un coup de fil à Christian, donc le directeur French Desk Crédit Agricole Pologne, lui disant, écoute, on vient de signer avec tel client, il est client de la banque dans telle ville, vérifie, il faut qu'on soit opérationnel au mois de mai, sinon le client va capoter son contrat avec un très gros client. Et en parallèle de la définition des statuts, de toute la procédure d'enregistrement de la société, lui, il travaillait à vérifier les clients, à passer les différentes étapes de vérification, ce qui nous a permis, en 3 mois, d'avoir la société avec le numéro TVA actif et pouvant embaucher du personnel. Et pour vous donner un exemple, cette année, nous avons constitué une société on a signé la constitution d'une SARL au mois de mars. Ensuite, la société, une fois qu'elle était une société en constitution, elle a fait un benchmarking des banques, des offres des banques. Ensuite, elle a choisi une banque. Elle a passé par la procédure de vérification et finalement, au mois d'août, donc 5 mois plus tard seulement, elle avait le compte ouvert. Donc, c'est un exemple de, je reviens à ce que Alicia disait au début, les liens, le réseau, le partage, c'est souvent ce qui est une décision clé pour la réussite. Sur le marché compliqué, donc le marché IT, pendant Covid, nous avons recruté nous-mêmes 2 personnes, 6 autres ont été recrutés par des partenaires, on peut dire concurrents, mais finalement, c'est pas, enfin, on ne réfléchit pas de cette façon-là. Pour aller vite également, j'ai été nommé procurant, donc fondé de proxy, fondé de procuration, j'ai la signature unipersonnelle. Et en courant la première année, on a embauché un business developer qui a signé avec de nouveaux clients locaux cette fois-ci. Et tout cela a permis au board de notre client de nous tester sur les aspects légaux, donc constitution société, sur les aspects administratifs, sur les aspects RH, parce qu'on a fait tous les process, tous les règlements internes, toutes les règles compliance au niveau RH, sur les aspects comptables et finances, parce c'est nous qui préparons le reporting, enfin, c'est nous qui faisons la comptabilité et le reporting financier. Et à un moment donné, le président nous dit, bon, écoute, maintenant, notre projet, c'est d'aller plus vite. On veut acheter des sociétés. Est-ce que tu es capable de nous appuyer? On vient donc 1 an plus tard, l'automne, là, il y a quelques semaines de cela, on a signé une très grande acquisition, bien plus importante que ce que l'on a pensé au départ. Et en fait, cette acquisition, qui est en cours d'intégration, va permettre à la société mère, dans 2 ans, de devenir le leader européen dans sa niche du marché. Et à nouveau, pourquoi? C'est parce que
d'un côté, la société française qui est appuyée par 2 fonds d'investissement a des moyens financiers importants, parce qu'il faut, c'est un point très important, qui suivent le management de la société. Il faut, sur cette taille d'investissement, il faut déjà avoir des équipes qui gèrent les acquisitions. On était 16 conseillers pour mener à bien cette acquisition. Mais surtout, il faut à nouveau que le top management sache précisément ce qu'ils veulent faire pour pouvoir aller droit vers les opportunités et donner également confiance à l'équipe locale. Pour vous donner un ordre d'idée, la structure polonaise se développait, doublait son chiffre d'affaires chaque année. Donc, des gens comme ça, quand on les intègre, ce n'est pas juste une cible, c'est quelques centaines de personnes que l'on introduit dans ma société, qui vont changer ma culture de société par la suite. Et il faut justement faire le bon choix pour que les gens que j'introduis chez moi fassent de ma société une meilleure société au total. Et puis le troisième projet, qui est très proche en fait de celui de M. Petitjean, c'est la distribution des produits alimentaires en retail. Et là, donc ça va être beaucoup plus simple. On n'a rien révolutionné, on n'a pas proposé aux clients de changer quoi que ce soit, on a juste réalisé un plan qui était bon. Donc le client a fait une étude interne. La Pologne, c'était le pas suivant dans son développement. Il a embauché, on l'a aidé à embaucher le Key Account senior pour signer le contrat avec la compte de distribution. Une fois que cette personne-là a ouvert le premier gros compte, très gros, on a embauché une deuxième personne, puis une troisième personne. Par la suite, quand il y a eu l'opportunité d'acquérir des clients plus petits, on a créé la société en local. Pareil, on s'occupe sur les aspects administratifs, RH, ainsi de suite. Et on a ouvert un stock local pour générer plus de marge et pour vendre à des petits acteurs. Et aujourd'hui, donc là, en termes de conclusion, on ne va pas aller bien loin. C'est juste que si on est bien réfléchi au départ, si on est suffisamment agile pour adapter nos solutions aux réalités, mettre un peu plus de moyens ou un peu moins de temps ou un peu plus de temps en fonction de la réalité, on peut réussir. Voilà. Il nous reste 1 minute, donc on est juste à temps. Et on est à votre disposition avec Amandine pour des questions-réponses. Merci beaucoup, Roland. Merci, Amandine, pour cette présentation. Je trouve ça très intéressant d'avoir comme ça une présentation de cas pratiques très concrets qui expliquent comment vous avez accompagné vos clients. On arrive au terme de cette présentation. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Et de toute façon, si des questions vous viennent plus tard, vous pouvez me contacter, passer par l'APEX, on vous mettra en relation avec nos experts. Je vous remercie tous pour votre temps. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas une zone qui est très couverte par nos entreprises adhérentes. On se rend compte qu'il y a assez peu d'entreprises finalement qui sont implantées ou qui commercialisent leurs produits ou services sur ces pays-là. Je pense qu'il y a un vrai travail de sensibilisation à faire auprès des entreprises pour leur dire « vous pouvez y aller, n'ayez pas peur de ces pays-là, ils présentent beaucoup d'opportunités ». C'est ce qu'on fait ce matin, c'est ce qu'on va continuer de pousser aussi sur les réseaux et auprès de nos entreprises, de les informer au mieux pour les convaincre de partir sur ces destinations-là. Je vous remercie pour votre temps. Je vous libère. On a réussi à peu près à respecter le timing qu'on s'était fixé. On a commencé un tout petit peu en retard. On finit un tout petit peu après 10 heures. Donc, c'est super. Merci pour votre engagement, pour vos présentations, vos conseils. Et puis, je vous tiens au courant dès que le replay sera disponible en ligne. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci à Merci à vous. tous. Merci beaucoup. Au revoir.
revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.